Est-ce la bonne personne pour toi? Comment peux-tu le savoir? As-tu simplement besoin de ressentir des papillons dans le ventre? Ou y a-t-il quelque chose de spécifique auquel tu devrais penser pour savoir si cette personne te convient? Bonjour à toutes et à tous. C'est encore un plaisir que de vous retrouver pour ce nouvel audio. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes, des couples qui galèrent en amour ou qui ont galéré en amour jusque-lors et qui arrivent à un stade de saturation. D'une part parce que ce n'est pas un hasard si tu choisis quelqu'un qui ne te correspond pas, et d'autre part parce qu'aujourd'hui, le monde du dating, le monde de la rencontre a bien changé et les règles du jeu ne sont plus les mêmes. Et pour vous aider, je publie bien sûr des vidéos, mais j'organise aussi des webinaires. Le prochain aura lieu dimanche 26 novembre à 20h, heure de France. Pour pouvoir vous inscrire, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Le lien est aussi dans la description. Alors, quels sont les 5 critères qui vont vous permettre de savoir si la personne que vous venez de rencontrer vous convient? Le premier critère, c'est l'attirance sexuelle. Est-ce que tu as l'impression que cette attirance sexuelle que tu as pour cette personne est unique? Est-ce que, pour toi, les fameux papillons, l'envie d'être embrassé, l'envie d'embrasser, l'envie de presque tout transgresser tellement tu es attiré, rend cette relation singulière? La qualité de l'attraction sexuelle au départ est essentielle. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas excité au départ, il y a peu de chances que tu le sois à l'arrivée. Si tu n'éprouves pas cette attirance animale, ce besoin viscéral de le sentir, de la toucher, de la respirer, de la mordre, de la goûter, quelque part symboliquement de la bouffer, ça va être très difficile d'allumer cette flamme plus tard. Tu as donc besoin de commencer ta relation par une sorte d'alchimie sexuelle. Et ce n'est pas au premier rendez-vous que l'alchimie sexuelle va te tomber dessus. C'est bien pour ça que souvent tu vas dédaigner l'autre et ça pourrait jouer contre toi. Non pas parce que tu vas avoir la croyance que s'il n'y a pas d'évidence au premier regard, c'est mort, mais parce que tes propres angoisses, tes propres peurs pourraient te faire passer à côté d'une âme sœur potentielle. C'est pourquoi je dis toujours à mes coachés de donner une chance à l'autre. Et comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, et je vous y renvoie bien sûr, il doit y avoir de la tension sexuelle dans les débuts. Et la tension sexuelle, elle passe par la taquinerie. Et la taquinerie consiste à sortir de sa zone de confort et à faire ce qu'on appelle des teasers, c'est-à-dire à exciter l'autre, à lui faire des propositions, tout en rigolant, tout en jouant, tout en blaguant. C'est une forme d'érotisation de la relation. C'est ce qu'on voit souvent dans les films, dans les débuts, et c'est bien sûr accompagné de regards, de sourires et de silence. Si au 2e ou 3e rendez-vous, cette tension sexuelle, cette taquinerie n'apparaît pas, si alors même que vous vous êtes embrassés, il n'y a toujours pas d'alchimie, là, ça sent pas la rose. Si avant même de faire l'amour, il n'y a toujours pas cette petite flamme, là, je t'invite à te poser les bonnes questions. Mais c'est toujours la même question. Est-ce que tu n'es pas érotisé par quelqu'un qui est parfait et avec qui tu pourrais être heureux, heureuse? Ou est-ce que tu n'es pas érotisé parce que tout simplement, il n'y a rien? Et c'est une question qui fait que beaucoup de coachés passent à côté d'une âme sœur. Un autre élément va te permettre de savoir si tu es avec la bonne personne. Ce sont tes besoins fondamentaux. Est-ce qu'ils sont nourris? Est-ce que l'autre va répondre à tes besoins de sécurité, de tendresse et de projection dans le futur? Alors il n'est pas question de dire que l'autre doit remplir tes besoins d'une manière permanente et en étant par exemple à ton service. Mais la vraie question, c'est est-ce que l'autre est capable de satisfaire tes besoins fondamentaux? Alors qu'est-ce que c'est qu'un besoin fondamental? C'est par exemple l'intimité, le respect, la connexion émotionnelle, la stimulation intellectuelle. Chacun a ses propres critères et chacun va avoir besoin de nourrir ses critères fondamentaux. Par exemple, tu vas me dire, c'est bien et souhaitable que l'autre gagne au moins la même chose que toi et voire plus, mais pour toi, ce n'est pas fondamental parce que ce qui compte, c'est la qualité de la relation. Mais pour d'autres, s'il n'y a pas cette égalité dans la capacité financière à faire des choses ensemble, c'est mort. Si pour toi, par exemple, ton besoin fondamental, c'est de faire l'amour 1 fois par mois, et que pour l'autre, c'est 5 fois par jour, vous allez être en décalage. Est-ce que ce que l'autre te propose est acceptable pour toi d'une manière fluide, sans dispute, sans discussion, ou est-ce qu'au contraire, ça va être très compliqué? Les besoins fondamentaux sont des critères essentiels pour toi. Si tu es quelqu'un, par exemple, de très affectueux et que tu es avec une personne qui déteste tenir la main dans la rue, qui refuse de t'embrasser devant les gens, ou qui souhaite dormir à l'autre bout du lit, qui ne supporte pas de s'endormir en petite cuillère alors que pour toi c'est essentiel, ou qui ne peut pas être contre toi dans le canapé quand vous regardez un film, alors ça va être très compliqué. Et non seulement ça va être compliqué tout de suite parce que tu vas te sentir frustré, mais ça ne va pas s'arranger avec le temps et ça va devenir de plus en plus compliqué. Et vraiment, j'insiste, si l'un de tes principaux besoins, c'est un contact physique
quel qu'il soit, qui n'a aucune importance pour la personne avec laquelle tu es, ce sera toujours un conflit. Ce sera toujours une thématique chargée de ressentiment et de souffrance. Et tu vas passer ton temps à te plaindre du manque de tendresse, du manque de générosité, aussi bien sur le plan financier, par exemple, que sur le plan émotionnel. Et tu vas être dans une relation qui te frustre dès le départ. Et cette sensation de frustration va être un fil conducteur pour toi. Et qui va bien sûr nous amener au troisième point, troisième critère, pour savoir si tu es avec la bonne personne, ce sont les valeurs. Comme par exemple le style de vie. Est-ce que vous avez la même façon d'occuper votre temps libre? Les sorties. Est-ce qu'il fait beaucoup de sport? Pas assez? Est-ce qu'elle passe trop de temps à glousser avec ses copines? Est-ce que finalement elle passe trop de temps au téléphone avec sa mère? Est-ce que le temps que l'autre te consacre te convient? Et c'est pas un jugement, c'est un constat. Les passe-temps que l'autre a correspondent-ils à ton style de vie réel? Es-tu par exemple avec un bourreau du travail, avec une femme qui a besoin de voyager tout le temps? Est-ce que cette personne que tu viens de rencontrer aime faire la fête, se saouler tous les week-ends, boire une bouteille de vin tous les soirs et socialiser plus souvent que toi? Littéralement, votre compatibilité, vos styles de vie vont s'articuler autour de ce que vous aimez faire, autour de la façon dont vous aimez passer votre temps. Je ne pense pas que vous ayez besoin que vos passe-temps soient identiques, mais tu dois te dire, est-ce que je suis satisfait de la façon dont l'autre organise son temps? Est-ce que ça marche pour moi? Est-ce qu'il y a de la place pour moi? Ou est-ce que finalement, ce qui l'intéresse est à des années-lumière de mes préoccupations? Je prends l'exemple classique du type qui passe ses week-ends au golf. Je connais des coachés qui adorent le golf et qui seraient ravis de passer leur week-end au golf, et d'autres qui trouveraient que c'est un sport bourgeois et qui préfèrent la marche dans la nature. Et il y en a aussi qui vont trouver que si l'autre passe ses journées au golf, elle aura le temps de faire autre chose. Donc ce n'est vraiment pas ce que l'autre vit et fait qui compte, c'est cette compatibilité avec ton mode de vie à toi. Et si le style de vie de l'autre correspond au tien, tu pourrais parfaitement accepter que ce soit quelqu'un d'ambitieux, qui travaille beaucoup, qui gagne bien sa vie, qui t'en fait profiter. Mais si le fait qu'il travaille beaucoup signifie que tu n'as pas pris de vacances depuis 5 ans et que l'autre n'est pas intéressé par les vacances, alors que toi tu veux passer ton temps à découvrir le monde ou à t'amuser, vous allez être vraiment en décalage. Et plus tu vas avancer dans ta vie, plus tu vas avoir l'habitude de vivre d'une certaine manière et plus tu auras du mal à mettre en place des compromis. Si par exemple tu as été longtemps célibataire et que l'autre veut très vite vivre avec toi, tu vas te sentir très agressé. Si en revanche, tu ne peux pas concevoir la vie avec l'autre sans vivre avec, et que tu tombes sur quelqu'un de trop indépendant, le temps qu'il va falloir à cette personne pour vivre avec toi va te rendre folle de rage. Et en fait, pour savoir si tu peux être compatible avec l'autre, c'est très simple. Il suffit que tu analyses ta volonté de vouloir le modifier, le changer, lui faire changer d'avis, et qu'en fait, tout ce que l'autre te propose en termes de rythme t'active. Si tu trouves ça charmant, sa différence, et que tu considères que c'est presque une surprise, parce que vous êtes tellement différents que ça en devient passionnant, tu es au bon endroit. Mais si tu es activé en permanence et que tu parles de lui comme d'un enfant qui t'aurait fait une fièvre, genre il m'a fait une fièvre cette nuit, il m'a encore fait une crise, elle m'a encore imposé ses copines, là je t'invite à ne pas perdre trop de temps, tu vas dans le mur. Le manque de compatibilité peut aussi prendre la forme suivante. Nous sommes des personnes très différentes et nous aimons faire des choses très différentes. Nous avons des idées très différentes, même politiquement, mais nous sommes prêts à nous ajuster à l'autre, pour nous adapter à l'autre parce que notre amour l'emporte. Et si tu prends l'exemple des parents, le bon parent, c'est celui qui s'adapte à la personnalité de son enfant. Donc je crois que parfois, il faut s'adapter à la personnalité de l'autre. Parfois, ça nous active. Et c'est vraiment un élément essentiel. Un mauvais parent, c'est comme un mauvais partenaire. C'est quelqu'un qui n'est pas malléable, qui n'est pas souple, et qui va finalement passer son temps à vouloir changer l'autre. C'est pareil pour la relation. Est-ce que tu t'adaptes à l'autre avec plaisir, ou est-ce que tu considères que chacun de ses comportements t'active et te rend malade? Si tu réponds à cette question, tu peux déjà avoir un élément très concret pour savoir si tu es en face de toi la bonne personne. Et si dès le départ, tu es en opposition, si dès le départ, tu ne peux pas accepter les priorités de l'autre, alors arrête de te faire du mal. Pense à toi. Si l'autre, dans la façon d'occuper son temps, te manque de respect, est toujours en retard, te prévient au dernier moment, ou ne te prévient pas, évidemment, vous n'avez pas les mêmes valeurs. Mais si l'autre est génial et a besoin de passer une journée de son week-end au golf, et qu'il est tellement heureux quand il rentre du golf, que le deuxième jour qu'il passe avec toi est un jour d'une richesse infinie, ça se discute. Le 4e point, pour savoir si tu es avec la bonne personne, c'est de savoir si vous avez la même vision du monde en ce qui concerne l'avenir. Comment est-ce que vous vous voyez dans les 5, 10, 15 prochaines années? Avec le recul et l'expérience que tu as quant à tes relations précédentes, si tu reprends tes 3 relations les plus importantes, que dirais-tu à ton moi de l'époque? Quand par exemple, Pierre, Paul ou Jacques, Clément, Fabien ou Alex t'ont dit « je te préviens, je suis comme ceci et sur ce point je ne changerai pas » et que tu t'es dit « oh ce n'est pas grave »,
Est-ce que finalement, avec le recul, tu n'avais pas les éléments de la rupture? Si, probablement. Mais tu n'as pas forcément écouté. Maintenant, il est clair que tout le monde n'a pas un plan de vie sur 10 ans. La plupart d'entre nous sommes incapables de nous projeter. Sauf peut-être passer 60 ans, ou comme le disait une de mes coachées, je n'ai pas envie de vieillir seule. Mais le fait d'avoir la même vision du monde, la même vision de l'avenir, va s'opposer au fait d'être avec quelqu'un qui vit au jour le jour et qui finalement n'a aucune vision de l'avenir. Et c'est un peu facile de dire « Oh, tu sais, moi dans 10 ans, je vis au jour le jour ». En gros, ça veut dire que finalement, la personne est incapable de se projeter. En tout cas, pas avec toi. Et sans être en train d'exiger que l'autre signe un contrat, c'est bien que l'autre te dise « Moi, je ne me vois pas rester vivre à tel endroit de cette manière-là dans 10 ans » ou « Moi, je me vois avec des enfants si tu as l'âge d'en avoir ». Et que tu en souhaites évidemment. Donc c'est vraiment important de voir si vous avez ensemble la capacité de vous projeter. Après, si tu es bien avec lui ou elle, tu peux profiter de la vie, tu peux profiter de sa compagnie, tu peux même profiter de l'alchimie, parce qu'en général, quand il n'y a pas d'avenir, il y a de l'alchimie, c'est bien connu. On le sait. Je te renvoie à la vidéo, ceux qui t'érotisent ne sont pas rassurants, et vice versa. Profitez de l'alchimie si vous avez des objectifs de vie différents, des idées différentes, des valeurs différentes. C'est vraiment quelque chose qui se discute parce que tu vas dans le mur d'une manière assurée, tu vas t'investir, tu vas passer du temps. Il y a donc un coût à rester avec quelqu'un avec laquelle il n'y a pas d'avenir possible. Lorsque tous les feux sont rouges, ta souffrance à terme va être à la mesure de l'impossibilité de la relation. Et comme il va s'avérer que cette personne était sincère quand elle t'a dit « Je suis comme ceci, je suis comme cela, je ne changerai pas, je ne veux pas d'enfant » ou « Je ne veux pas m'engager » ou « Je ne veux pas me marier » ou « Je veux passer ma vie à voyager d'un pays à l'autre » ou « Je veux être un digital nomade » ou « Je ronfle et je veux faire chambre à part » ou « Je ne supporte pas de m'endormir en petite cuillère » ou « La famille c'est pas important pour moi, je déteste mes parents et je n'ai pas envie de voir les tiens. Mais on peut être très heureux ensemble tous les deux. » Vous allez voir à quel point vous serez malheureux de ne pas avoir écouté ce que l'autre vous a dit au début. Et si tes amis te disent « Est-ce que tu t'amuses? Est-ce que tu as du bon temps? Est-ce que tu aimes être avec l'autre ?» et que tu dis « Oui, bien sûr, je suis très inspiré par cette relation » et que ces amis-là te disent « Bah alors, vas-y, fonce, fais-toi plaisir, arrête de te prendre la tête, amuse-toi. » Et si ton cœur t'appelle vers cette personne, fonce. Tu peux être romantique et vivre l'instant présent. Tu peux apprécier le moment que tu vis avec cette personne. Dans ce cas-là, tu vas vivre au jour le jour, tu vas l'apprécier telle qu'elle est maintenant, mais ne viens pas pleurer dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Et j'ai beaucoup de coachés qui nouent des relations en sachant qu'elles ne vont nulle part et qu'ils ont des objectifs très différents. Mais le problème, c'est que plus le temps passe, plus ces personnes s'attachent et plus dure sera la chute. N'oublie jamais le coût d'une relation qui est condamnée à terme et le temps qu'il te faudra pour en sortir. En moyenne, il faut compter 2 ans. Donc si tu peux aujourd'hui éviter d'entrer dans une relation qui va te faire souffrir, peut-être que ça vaut la peine d'y réfléchir. Et rappelle-toi la formulation de l'autre. Jamais je ne ferai, etc., etc. C'est en fait un acte d'insouciance, de légèreté envers ton futur. Je t'invite à considérer que ce que tu vis aujourd'hui, ça va avoir des conséquences sur ton futur. Et ton futur pourrait te remercier, ou au contraire pleurer. Donc ne sois pas cruel à l'égard de ton futur moi. Rappelle-toi, que dirais-tu de ton toi de l'époque? Et je te prends un exemple. Quand tu fumes, quand tu maltraites ton corps, quand tu es en surpoids, quand tu sais que tu dois pas manger trop de cochonneries que tu en manges quand même, quand tu ne fais pas de sport, quand tu ne travailles pas à l'école et que tu ne reprends pas tes études, en général, les choses que tu ne fais pas pour toi, personne ne les fera pour toi, et surtout elles vont avoir des conséquences. Donc repense à tes histoires d'amour passées. Ça, c'est vraiment un exercice qui va t'aider. Que dirais-tu aujourd'hui à ton moi de l'époque, avant de t'engager avec un tel ou une telle? C'est très cruel envers ton avenir, de faire quelque chose qui te fait du bien aujourd'hui, mais qui à terme va te coûter cher. Cela concerne évidemment le sport, mais aussi les études, les formations qu'on peut faire plus tard, les changements d'orientation, les reconversions. Ça concerne en fait toutes les décisions importantes que l'on prend et qui vont nous engager et qui vont conditionner notre futur. Ce qui nous amène au dernier point, pour savoir si c'est la bonne personne, ce sont les relations toxiques. La toxicité peut prendre la forme d'une relation passive-agressive ou la forme d'une relation très violente et très toxique. La forme passive-agressive, en fait, elle s'exprime à travers l'emprise. L'autre va sournoisement poser des questions, juger, commenter. Et l'emprise, c'est cette sensation qui fait que vous ne vous sentez pas en sécurité, qui fait que il y a des commentaires ou des comportements de l'autre qui vous mettent en difficulté, qui font que vous avez du mal à dormir, que vous avez tendance à manger plus que d'habitude, que vous acceptez des choses que l'autre vous dit et qui ne vous correspondent pas, comme par exemple qu'il continue à draguer ailleurs, même s'il a un bon profil. Bref, vous l'avez compris, une relation passive-agressive, quelle que soit la forme qu'elle prenne, c'est une relation dans laquelle vous allez vous sentir mal, il n'y aura pas de fluidité, pas de réciprocité et de la lourdeur. Donc pour conclure, si l'un de ces 5 points vous parle, je vous invite vraiment à vous poser des bonnes questions, mais surtout
je vous invite à vous demander pourquoi vous rencontrez des personnes qui vous traitent comme ça. Parce que c'est vous qui émettez sur une fréquence qui va faire que vous rencontrez ces personnes. Et ce n'est pas du tout un hasard si la pression, si la toxicité, si les projets différents sont souvent au rendez-vous lorsque vous faites des rencontres. Cela vient de vous, cela vient de vos programmes. Et pour ça, je vous invite vraiment à faire le travail qu'il faut pour sortir de ces programmes. Parce que sinon, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, selon votre âge, vous serez au même point. Et ce n'est pas ce que je vous souhaite. Et toi, est-ce que tu as reconnu les signes avant-coureurs et tu n'as pas voulu les écouter? Est-ce que tu as subi l'emprise de certains hommes au début de la relation ou de certaines femmes? Est-ce que si tu pouvais parler à ton moi d'autrefois, tu saurais quoi lui dire aujourd'hui? Dis-le-moi dans les commentaires, je serais ravie de te répondre. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. Merci de le liker s'il t'a plu, de le partager si tu penses qu'il peut aider des personnes de ton entourage. Et à très vite pour un nouvel audio ou pour une nouvelle vidéo.